pas du tout, mais j'ai écrit un robot logique du topos borroméen et autre logique à 3 points. Alors, je vais essayer, et je pense que je ne suis pas le seul des intervenants, et je pense même que chacun de ceux qui ont parlé ou parleront de topos auront à cœur de le faire, de donner un minimum d'idées intuitives de ce dont il s'agit. Et c'est pas mal qu'il y ait plusieurs voies différentes pour faire ça. Et de cette façon, je pense que chacun pourra avoir au moins une idée, quoi. Et s'agissant de 3 points, je vais partir de 3 points vraiment séparés les uns des autres. Voilà. 3 points. Et quand on parle de points, on peut entendre plusieurs choses, mais il y a une chose qu'on peut peut-être entendre en particulier, c'est le point en tant que point de vue. Donc, lorsqu'on a 3 points, ça veut dire que d'une certaine façon, on a 3 points de vue. Et quand on a 3 points de vue, eh bien, on a éventuellement des différences entre les points de vue. Et ces différences, s'agissant par exemple de s'exprimer sur la vérité d'un fait, eh bien, cela signifie que chacun pourra éventuellement dire quelque chose de différent. Bon. Donc, que voient ces trois points? Eh bien, ils voient ce qu'un point peut voir, mais en triple. Et en l'occurrence, le topos associé à 3 points non liés entre eux, totalement séparés, c'est une vision en triple du topos des ensembles. C'est-à-dire que ce qu'un point seul voit, ce serait donc le topos des ensembles. Disons que c'est un point de vue, par exemple, on pourrait dire que c'est un point de vue sur les mathématiques. C'est un point de vue qui existe d'ailleurs. Il ne s'exprime peut-être pas exactement tel que je viens de le dire, mais le point de vue selon lequel l'ensemble des mathématiques peut se dérouler dans le cadre des ensembles, d'une certaine manière, qui est un point de vue officiel et finalement auquel adhèrent plus ou moins implicitement beaucoup de mathématiciens. Ce point de vue-là, on peut dire c'est le point de vue bourbachique. Voilà, c'est un point de vue. À partir d'un point, vous voyez la catégorie des ensembles. Évidemment, ça porte un nom technique. On peut parler du topos des préfaisceaux sur un point. Mais, voilà. À partir de 3 points, vous voyez un triplement de cette catégorie des ensembles. C'est-à-dire que finalement, à partir de 3 points, se déploie un topos, se déploie une catégorie dont les objets sont des triplés d'ensemble et dont les flèches entre objets sont les triplés d'application. Donc, vraiment, c'est exactement ça qui a été triplé. Voilà. Et la logique associée à ce topos, on peut redire que c'est une logique en quelque sorte à 8 valeurs, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, parce que pour chaque chose sur laquelle il y a à se prononcer, eh bien, la valeur de vérité, pourrait-on dire, sera, par exemple, vrai, vrai, faux, ou bien vrai, faux, vrai, ou bien faux, 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 si tout le monde est d'accord pour dire que c'est faux, ou vrai, 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 si les 3 sont d'accord pour dire que c'est vrai. Donc c'est un simple triplement qui en lui-même n'a pas un grand intérêt. Mais enfin qui vous donne déjà une première idée des choses. S'il n'y a que 2 points, eh bien le topos associé à 2 points non liés, c'est un dédoublement de la catégorie des ensembles. Donc les objets sont des couples d'ensembles, les flèches sont des couples d'applications. L'objet qu'on appelle oméga, qui donne les valeurs de vérité, est un dédoublement
de l'ensemble vrai-faux, qui est lui-même l'objet des valeurs de vérité de la catégorie des ensembles. Quand il y a un seul point de vue, classiquement, on est dans une logique binaire. Alors, avant de parler de logique borroméenne, je vais aborder une question préliminaire qui est qu'est-ce qu'on voit lorsqu'il y a deux points de vue mais qui ne sont plus totalement séparés l'un de l'autre? Comment est-ce qu'on peut considérer que deux points de vue sont connectés? Alors, et déjà, qu'est-ce que ça veut dire connecter deux points? D'un point de vue, disons, géométrique ou topologique, que signifie connecter deux points? Il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Une façon, par exemple, c'est de dire on connecte deux points en traçant un trait entre les deux points, un trait qui est constitué d'une infinité de points mathématiques. Alors, c'est une réponse qui est, qui correspond à un geste, celui de tracer ce trait, mais on voit bien que faire appel à une infinité de points, c'est un peu compliqué, juste pour exprimer qu'on veut dire que les deux points sont connectés. Un autre type de réponse, beaucoup plus satisfaisant par rapport à simplement la question posée dans les termes les plus simples de ce que c'est que de connecter deux points, ou de connecter deux choses d'une façon générale, c'est de dire il y a quelque chose qui n'est pas constitué de points, qui n'est pas au même niveau que les points eux-mêmes, et qui est en fait un symbole qui exprime une connexion. On décide que ces deux points sont connectés et on exprime cette décision en traçant un trait, mais c'est une représentation symbolique de cette connexion. Et au fond, c'est le point de vue de ce qu'on peut appeler des graphes, enfin certains types de graphes non orientés. Alors ça, c'est une excellente réponse. Il y a un autre type de réponse possible, c'est de dire, eh bien, sur l'ensemble des deux points, on va mettre une structure mathématique qu'on appelle une structure topologique. On va définir des ouverts. Donc, je ne rentre pas dans les détails techniques de ce qu'est une topologie au sens de la topologie générale, mais effectivement, il y a des façons de définir une structure topologique qui vont connecter ces deux points. Mais ça n'est pas vraiment satisfaisant. En fait, il y a deux façons de le faire. Il y a une façon dans laquelle il y a un point qui sera ouvert et l'autre non. Et donc, dans ce cas-là, les deux points vont être connectés, c'est-à-dire dans le cadre de la topologie générale, il y a ce qu'on appelle de la connexité, les connexes, et ça va être un ensemble connexe, parce qu'on ne peut pas les séparer, mais cette structure n'est pas symétrique, et c'est un peu gênant d'introduire une asymétrie entre les deux points, ce n'était pas dans la question de départ. Et puis il y a une autre façon qui est peut-être encore pire, qui est très très simple, c'est de dire, eh bien, en fait, ces deux points, ils sont totalement collés l'un à l'autre. Alors effectivement, ça les connecte. Hein. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'ouvert intermédiaire. Alors donc, on ne peut pas les séparer par des ouverts, mais ça constitue ce qu'on appelle en topologie un espace grossier. Et les deux points forment ce qu'on appelle un gros point. Donc, ils sont totalement fondus l'un dans l'autre. Alors certes, on les a connectés, mais le prix à payer pour les connecter est quand même assez cher, c'est qu'ils sont dans une relation totalement fusionnelle et ils ont perdu, d'une certaine façon, leur individualité. Donc c'est pas... voilà, ça existe. C'est intéressant de savoir que ces choses-là existent mathématiquement parce qu'on peut les retrouver dans la vie, dans la manière de se connecter aux autres, et on a souvent du mal à trouver le bon équilibre, ce qui nous permet de garder notre individualité, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut ou pas de fusion pour être connecté à un autre. Et puis, il y a encore un autre type de réponse qui en fait recoupe totalement la notion de graphe, c'est ce que j'appelle les espaces connectifs, et ça consiste à dire quelles sont les parties qui sont effectivement connexes. Donc là, en l'occurrence, on décide, ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure sur les graphes, on décide que ces deux points sont connectés.
il se trouve que on peut définir, Grothendieck a associé un topos à tout espace topologique, ce que j'évoquais tout à l'heure, les espaces de la topologie générale. Et bien, de la même façon, à tout espace connectif, on peut associer un topos de Grothendieck. Et c'est intéressant parce que les espaces connectifs ne sont pas la même chose que les espaces topologiques. Par contre, un espace connectif peut très bien avoir le même topos qu'un espace topologique, et à ce moment-là, ça signale des relations profondes et éventuellement inattendues entre espace connectif et espace topologique. Le topos associé à cet espace connectif-là, c'est-à-dire l'espace connectif qui a 2 points, et ces 2 points étant connectés, c'est également le topos associé à un graphe particulier que j'appelle graphe générique de cet espace connectif, dans lequel les points, j'aurais pu garder les mêmes couleurs, mettant rouge et vert pour les 2 points. Voilà, et le point bleu, c'est qu'on pourrait appeler un point générique, représente la connexion entre le point rouge et le point vert, où il représente, disons dans un premier temps, il représente l'ensemble des 2 points en tant que cet ensemble est un ensemble connexe, connecté si vous voulez, mais dont la connexité ne découle pas d'autre chose que du fait qu'on a décidé que c'était connexe. Ce n'est pas en observant uniquement le point bleu, le point rouge et en observant séparément le point vert qu'on peut savoir qu'ils sont connectés. Donc il y a une information supplémentaire, il y a en quelque sorte une décision supplémentaire qui représente ce point générique. Et de la même façon qu'à 2 points est associé le topos des couples d'ensemble, de la même façon à ce schéma-là est associé, enfin cette figure-là est associée un topos dont les objets sont définis de la façon suivante. Un objet est disons, la donnée de 3 ensembles, A, B1 et B2, et de 2 applications partant de A, l'une vers B1 et l'autre vers B2. Ça, c'est un objet du topos, donc ce qu'on appelle le topos des préfaisceaux, sur ça c'est ce qu'on appelle une relation d'ordre. C'est une catégorie. Mais inutile de rentrer dans les détails techniques des définitions pour voir qu'il y a une construction simple ici qui permet de définir un certain type d'objet. Donc, encore une fois, un ensemble A, 2 ensembles, disons B1 et B2, et 2 applications de A vers B1 et vers B2. Ça, c'est un objet. Puis vers un autre objet du même genre, disons avec A', B1', B2', il va y avoir des flèches qui sont... Donc, vous voyez, on n'est pas dans un dédoublement de la catégorie des ensembles. On est dans quelque chose d'un peu plus complexe où une forme de relation figure dans les objets eux-mêmes qui constituent ce topos et exprimant cette connexion. Alors, je vais passer maintenant... avant de passer au cas de 3 points, je vais préciser quel est donc l'objet oméga, on pourrait dire objet des valeurs de vérité de ce topos. Il est constitué, appelons vrai et faux, on pourrait les appeler 0 et 1, les valeurs de vérité qui sont, disons, localisées au niveau de ce qui correspond à chacun des 2 points. Et au-dessus d'eux, ici, il va y avoir bien quelque chose qui est un peu plus complexe, qui est, disons, je vais l'écrire comme ça, faux, faux et faux, faux, faux et vrai, faux, vrai, faux, faux, vrai, vrai. Donc, si vous voulez, ce sont toutes les possibilités d'exprimer du vrai
et du faux selon les deux points de vue et selon en quelque sorte le troisième point de vue qui correspond à la connexion entre les deux autres, dans le cas où ce que l'on voit d'ici, c'est-à-dire, on pourrait dire depuis le couple lui-même, hein, disons dans un couple, vous avez deux individus, puis vous avez le couple lui-même. Bon. Donc, ce que voient les deux personnes qui constituent le couple, ce que voit chacune des deux personnes qui constituent ce couple, dans les situations très simples, binaires, c'est ben oui, c'est vrai, c'est faux, il a raison, donc je ne vais pas voter pour celui-là, mais pour l'autre. Bon, et peut-être qu'au niveau du couple lui-même, ça reste faux, et là j'aurais un commentaire à faire sur ce cas-là, qui est particulièrement intéressant. Et puis, il y a encore une autre situation, c'est la situation dans laquelle, par rapport à la question posée, de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, tout le monde est d'accord, et le couple lui-même est d'accord pour dire si c'est vrai. Bon. Donc, si vous voulez, on est dans une espèce de... c'est comme s'il y avait 5 valeurs de vérité au niveau du couple, mais qui se projettent pour chacun des individus ou des points constituant le couple sur un ensemble classique de 2 valeurs de vérité. Alors pourquoi je dis que ce cas ici, donc c'est tout ça qui constitue l'oméga en question. C'est bien un objet de cette nature, un ensemble en haut et puis 2 ensembles en dessous, donc ici l'ensemble qui est en haut et 2 ensembles en dessous. Ce n'est pas un ensemble de valeurs de vérité, c'est un objet de valeurs de vérité, un objet de ce type-là. Et ça c'est intéressant, je trouve, parce que ça indique qu'il ne suffit pas que les deux soient d'accord dans ce qu'ils peuvent exprimer pour être réellement et profondément d'accord. Il y a une façon d'être d'accord ensemble qui est plus forte que le fait qu'individuellement nous soyons tous d'accord. Il y a quelque chose de plus fort. Donc, même si une affirmation est considérée comme vraie par chacun des deux protagonistes du couple, est-ce que le couple lui-même en tant que tel s'accorde là-dessus? C'est pas sûr. Donc ça, je pense que c'est un truc intéressant à considérer en particulier. Et je passe maintenant à 3 points. Alors là, ça pouvait s'exprimer encore en termes de graphe, parce que la connexion entre les 2 points, c'est juste, ça donne lieu à un graphe. Un graphe, c'est-à-dire quelque chose qui peut se représenter par des traits. Les connexions peuvent se représenter par des traits entre les points. Dans le cas du borroméen, eh bien, ce que j'appelle l'espace borroméen est quelque chose dont on ne peut pas rendre compte ni en termes de graphe, ni en termes d'espace topologique au sens de la topologie générale. Et c'est bien pourquoi le borroméen me semble intéressant, c'est parce que il signale la spécificité du point de vue connectif. Et c'est ce qui me vaut finalement de finir par organiser une rencontre telle que celle-ci, parce que parlant du connectif, je parle du borroméen parce que c'est finalement l'exemple le plus simple d'espace connectif qui ne soit ni un espace de la topologie générale ni un graphe, mais parlant du borroméen, eh bien, vous êtes invité chez les psychanalystes. Lacanien, ou plus ou moins lacanien, mais je sais qu'ici, plusieurs obédiences sont représentées, ce dont je me réjouis fortement. Donc, le borroméen, en tout cas l'espace connectif borroméen, je ne parle pas de l'entrelac borroméen. D'ailleurs, l'entrelac borroméen, il faut tout de suite le mettre au pluriel. Il y a plein de façons de nouer borroméennement 3 ronds de ficelle. Bon, il suffit de rajouter des dessus-dessous pour chacune des composantes pour obtenir de nouvelles versions à l'infini du borroméen. Mais moi, je parle du borroméen au singulier, de l'espace connectif borroméen, qui n'est pas du tout constitué de ronds de ficelle ou de choses comme ça, qui est constitué simplement de 3 points. Avec l'information suivante, c'est que ces 3 points sont connectés. Voilà, c'est tout.
presque tout. En fait, un formalisme, donc le vide aussi est connexe, mais ça c'est obligatoire. Et puis les singletons, chaque point individuellement est connexe, il est connecté à lui-même, si vous voulez. Et ça, c'est pas obligatoire, mais on va supposer que c'est comme ça. Et à part ça, ben, les 3 points sont connectés ensemble. Donc de la même façon que tout à l'heure, avec les graphes, on pouvait affirmer la connexité, c'est une espèce d'acte de dire ils sont connectés. De la même façon, là, il s'agit d'affirmer que ces 3 points sont connexes. Par contre, 2 à 2, ils sont pas connectés. Bon. Donc ça, c'est un espace connectif. Il y a un formalisme très simple pour définir les espaces connectifs. Et comme à tout espace connectif est associé un topos, ceci a donc un topos. Je peux vous l'écrire, il est très simple. Et c'est pas mal de voir des exemples très très simples de topos pour commencer à dompter un peu la bête. Donc, eh bien ça, c'est en termes de préfaisceau, sur cette relation d'ordre-là, en fait, le point qui est là, si vous voulez, représente le connexe que constituent les 3 points. Et donc à ça va être associé un topos dont les objets vont être simplement des... disons, constitués de 4 ensembles, disons un ensemble A, et puis 3 ensembles B1, B2 et B3. C'est exactement la même situation que celle-là, sauf qu'il y a un ensemble B3 en plus. Et entre ces objets, vous avez des flèches qui sont définies un peu comme ce que j'ai expliqué très rapidement tout à l'heure sans l'écrire. Voilà, et on obtient un topos que j'appelle le topos borroméen, et qui, comme tout topos, va avoir un objet permettant de classifier les sous-objets de tout objet, un objet oméga, et il va ressembler beaucoup à ça, sauf qu'au lieu d'avoir ici un ensemble avec 5 éléments, c'est-à-dire 4 plus 1, eh bien on va avoir un ensemble avec 9 éléments, c'est-à-dire 8 plus 1, c'est-à-dire ici c'était 2 puissance 2 plus 1, le 1 du plus 1 là, c'est le cas où en haut c'est vrai, ce qui suppose de pouvoir s'appuyer partout sur du vrai, parce que si c'est vrai pour le couple, ben, ça va être vrai pour chacun des membres du couple. Donc là, de la même façon, si on a quelque chose qui est vrai pour tout le monde, ben, c'est vrai pour chacun. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, quand c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour chacun. Donc ça, c'est le plus 1. Et puis, on a 2 puissance 3 au lieu de 2 puissance 2, parce que pour chacun des participants, et là ils sont 3, il y a 2 possibilités dans le cadre d'une logique binaire, vrai-faux. Bon. Et donc ça nous donne 9 éléments dans ce qui est à cette place de l'objet oméga de ce topos. Donc je ne veux pas l'écrire, mais c'est vraiment similaire. Et voilà donc simplement pour ce qu'on pourrait appeler la logique borroméenne. Alors, d'une part, alors, je vais demander à l'animateur combien de temps il me reste. Alors, il te reste 5 minutes. Ok. Bon. Super. Bon, alors, dans ces 5 minutes, je vais signaler 2 choses. D'une part, le fait que le borroméen, c'est très bien, mais dans la vie à 3, il n'y a pas que le borroméen. Et il y a un truc qui est très très intéressant et qui n'est pas borroméen, c'est l'espace connectif qui a ce que j'appelle un ordre connectif maximal. En l'occurrence, au lieu de ce schéma-là, qui est le schéma, donc, enfin le dessin qui exprime le borroméen, ça sera plutôt quelque chose comme ça. Ce qui peut aussi se représenter par des entrelacs, ça c'est un théorème dont Hermann Brun a donné la première idée en
c'était en quelle année? En 1892, je crois. Et Gilles Châtenay, ici présent, m'avait d'ailleurs indiqué la traduction française qui avait été publiée à la cause freudienne. Ça a été publié. Et qui avait fait cette... Ornicard. Ouais. Et cette traduction, je ne sais plus si Souris en était partie prenante, mais enfin il y avait des matheux germanophones qui étaient proches de Lacan et qui avaient traduit cet article d'Hermann Brune. Voilà, je crois que c'est 1892. Le théorème finalement a réellement été démontré en 1984 par un japonais. Et entre-temps, il y a eu, donc il s'appelait Kanenobu, et entre-temps, il y a eu De Brunner, un Suisse, qui avait démontré le théorème, mais pas pour des entrelacs, mais pour, disons, pour des entrelacements en dimension supérieure. Pas des rondes ficelles dans un espace de dimension 3, mais des variétés de dimension supérieure dans un espace plus grand. Et le théorème dit la chose suivante: tout espace connectif fini peut être représenté par entrelac. Donc celui-ci, il est représenté par un entrelac borroméen, n'importe lequel des entrelacs borroméens. Celui-ci, c'est pas très difficile à construire. Vous entrelacez deux ronds de ficelle, et ensuite il faut une troisième composante qui va venir s'entrelacer aux deux premières, mais sans être entrelacée individuellement, ni à l'une ni à l'autre, mais collectivement aux deux autres. Ce type de structure connective est au moins aussi intéressant que la structure borroméenne, et je pense que ceux parmi vous qui sont inspirés par le borroméen du point de vue d'une réflexion sur la vie psychique pourraient peut-être trouver dans ce type de structure également de quoi nourrir leur réflexion. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, et je vais m'arrêter avec cette deuxième remarque, c'est que dans l'exposé précédent de René Guittard, je ne sais pas si vous vous souvenez, René Guittard est venu ici, il a fait un exposé, il est question de topos borroméen. Eh bien, à l'heure où je vous parle, ni René Guittard ni moi-même ne savons si le topos borroméen, c'est-à-dire le topos de l'espace connectif borroméen, est un topos borroméen au sens de Guittard. La question n'est sans doute pas très compliquée à trancher, il faut juste prendre le temps de bien regarder si c'est le cas ou pas. Mais disons spontanément, intuitivement, comme ça, René Guittard, qui connaît bien les topos borroméens au sens de René Guittard, ce qui n'est pas mon cas, n'a pas su me dire si ce topos, ça ne lui a pas semblé évident, de dire si ce topos était un topos borroméen au sens de Guittard ou pas. Il faut calculer les valeurs de vérité, voir si déjà c'est les mêmes et calculer les points. Oui. À mon avis, c'est une affaire de 10 minutes, oui. Mais il faut les prendre, et c'est d'ailleurs, il faut s'appuyer sur la définition précise que je ne suis pas capable de vous donner maintenant des topos borroméens au pluriel au sens de Guittard. C'est ça. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Après vous avoir présenté ces quelques structures, dont j'espère que vous les trouverez inspirantes pour plein de choses. Je voulais projeter une image. Une question. Oui, Anatole. Oui, alors, as-tu fait le lien entre, par exemple, les structures connectives et l'implication quantique? Oui, alors la réponse est oui. La réponse est oui, mais tu le sais très bien puisque j'ai fait un exposé chez toi sur ce sujet. Je sais pas. Donc je te remercie pour cette question, disons, téléphonée. Effectivement, quand on considère l'intrication quantique de non pas simplement deux particules, mais d'un ensemble n, par exemple fini, bon, disons, c'est déjà pas mal de particules, eh bien, on trouve des structures connectives
qui sont typiquement connectives, notamment dans le cas de l'intrication quantique de 3 particules. Donc c'est des recherches théoriques et expérimentales qui ont été faites à la fin des années 90, au début des années 2000. Il y a les états GHZ, donc pour lesquels, effectivement, on peut parler d'intrication borroméenne. Mais la question est tout de même assez subtile parce que ça dépend de la façon dont on considère la connexité dans ces intrications. Pour les ronds de ficelle, il y a 2 opérations différentes qui reviennent au même, s'agissant de tester la connexité. Celle qui consiste à couper un rond de ficelle et à voir ce qui reste. Donc vous avez un noble broméen, vous coupez un rond, tout se défait. Et celle qui consiste à oublier purement et simplement un rond de ficelle, à le faire disparaître. Dans le cas quantique, l'une de ces opérations correspondrait à une mesure, alors que l'autre correspondrait à la considération théorique d'un sous-système. Et la notion de sous-système est particulièrement délicate en physique quantique. Et donc, selon la façon dont on regarde les choses, on ne va pas trouver les mêmes structures connectives. Mais effectivement, on peut... je pense que... Bon, c'est mon sentiment personnel, c'est que on ne pourra pas aller très loin dans l'étude de l'intrication quantique à plusieurs particules si on se prive du langage connectif. Justement, peut-être tu as fait le lien avec les degrés ludiques de Christophe Chalon. Non, alors là... Ah oui, oui, mais alors, presque personne ne connaît les degrés ludiques de Christophe Chalon, je veux dire, même parmi les mathématiciens. Donc, non, simplement, ces notions très générales, étant très générales, peuvent se retrouver un peu partout. Donc, dans ce qu'évoque Anatole Khelif, là, ces degrés ludiques sont des êtres mathématiques qui généralisent d'un certain point de vue les ordinaux, et on peut, comme disons pour un intervalle, vous avez une structure connective naturelle pour un intervalle, enfin disons vous avez l'idée que les intervalles constituent une notion connective de base, quoi. De la même façon, vous avez des structures connectives pour les ordinaux, et de la même façon, vous avez des structures connectives naturelles pour les degrés ludiques. Mais encore une fois, comme personne ne sait ici ce que sont les degrés ludiques, en fait, c'est la thèse a été soutenue en 2014 avec le titre « Le paradigme téléphonique ». Non, ça confirme que la question de départ était téléphonée. Oui. Il semblerait qu'au niveau intrication quantique, qu'on aurait trouvé en Amérique latine un cristal où les modifications de spin d'un atome... pardon. Il semblerait, quand j'ai lu ça, ça vaut ce que ça vaut, qu'on aurait trouvé en Amérique latine un cristal particulier qui aurait un certain degré d'intrication quantique, à savoir que quand un atome voit son spin modifié, il le transmet à tous les autres atomes du cristal. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. En fait. Non, mais je trouve que c'est bien. Oui, voilà. Pour répondre. Je voudrais déplacer peut-être ton propos, tu me diras si ça ne résume pas ce que je vais dire. C'est que tu parles d'objets. C'est déjà un point de vue. Si on pouvait être peut-être plus conceptuel, plus abstrait, plus fonctionnel, je veux bien admettre que ton point A par rapport aux 3 points B dans le borroméen vaille pour un nuage, je dirais. C'est comme ça que j'utilise un certain graphe. Donc il y a forcément 4 points du graphe entre les 3 objets et leur nuage. Mais ce qui est implicite, et ce à quoi Lacan aboutit, mais il ne va pas spécialement le souligner lui-même, c'est que ce que tu appelles connectif, oui. c'est qu'il y a
une homogénéité entre les trois objets, et là on passe à des fonctions, et cette homogénéité n'empêche pas leur hétérogénéité. Donc je dirais que j'ai tendance à penser borroméen pour penser homo-hétérogénéité associée d'une manière asphérique. Bon, évidemment, l'idée d'homogénéité, ça suggère quelque chose concernant la nature même des trois, s'ils sont trois, qui sont en relation. Donc tu précises immédiatement, ça n'empêche pas l'hétérogénéité, parce qu'effectivement, la connexité ne se prononce pas sur la nature de ce qui est connecté. Et du reste, dans les structures connectives, comme dans les espaces de la topologie générale, on peut distinguer quelque chose qui serait la matière, la substance, et quelque chose qui serait la structure. Donc, et ça ne se situe pas au même niveau de discours. Sauf que quand on passe, notamment via les topos, on peut le faire parce que, comme je le disais tout à l'heure, un espace de la topologie générale peut avoir le même topos qu'un espace connectif, alors que ce sont deux types de structures mathématiques assez différentes. Eh bien, ce qui était matière, ce qui était substance et ce qui était structure, s'est déplacé. Et peut-être que ce qui était structure s'est retrouvé dans la substance, en quelque sorte. Et c'est juste... Voilà, donc c'est pour ça que, par rapport à ta question, c'est difficile pour moi de... C'est pour ça que je disais que j'ai déplacé ton propos. Voilà. Et que je poursuis quand même, que même quand tu me réponds en termes de matière et structure, il manque les fonctions. Donc, on parle trop de structure en termes d'éléments, connexion entre éléments en l'occurrence, et pas assez de fonctions. Et que si on retenait les connexions entre fonctions, on n'est peut-être pas dans le même ordre, il n'empêche que ça me semble autrement déterminé. Comme ce sont des théories très générales, on peut connecter des fonctions, et justement, tu me donnes l'occasion de parler de cette fonction-là, qui est une fonction du plan vers l'espace connectif borroméen. Donc, chacun des points du borroméen étant représenté par une des trois couleurs, bleu, rouge et vert. Donc, si vous cherchez une application du plan vers l'espace borroméen qui soit une application connective, eh bien, il faut qu'à chaque partie connexe soit associé un connexe. Or, dans le borroméen, ce qui est connexe, c'est uniquement les trois. Et du coup, ici, si vous prenez comme connexe du plan, disons, les disques, les petits disques, il faut que sur chaque disque, il y ait soit une seule couleur, soit les trois couleurs, mais jamais uniquement deux couleurs. Bon. Il se trouve que ça existe, c'est ce qu'on appelle, depuis quelque temps, Newton l'ignorait, mais c'est ce qu'on appelle la fractale de Newton. Bon. Et, longtemps, je n'ai pas su que faire vraiment de cette frontière, qui est donc commune aux trois régions. C'est-à-dire que la frontière de chaque région est aussi la frontière de chaque couleur, si vous voulez, est aussi la frontière des deux autres. Et c'est grâce au topos que j'ai vu vraiment la frontière qui correspond au quatrième point. Donc, en fait, c'est-à-dire, si vous voulez, ce qui connecte les trois se manifeste dans cette fractale de Newton comme ce qui est la frontière commune aux trois. Donc là, ici, en blanc, voilà le quatrième point. Frontière commune, ça veut dire passage de la frontière ou pas? Ah ben, oui, les frontières sont faites pour être passées, en principe. Hein. Mais donc... Pas toujours. Ou alors, c'est des cas extrêmes. Mais...